Bonjour, bienvenue sur le plateau Graphitech. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du guide IDEP sur l'éco-construction, nous avons le plaisir de recevoir Bernard Trichot de l'IDEP, Nigel Wells, co-directeur de ICM Print, Thierry Florence Albedo, Fabrice Serin, Cart Offset et enfin William Pereira d'Asaprim. Alors pour démarrer, je laisse la parole à Bernard Trichot qui va présenter un peu l'IDEP et le projet dans sa globalité. Merci Benoît. Oui, évidemment, expliquer un peu dans quel contexte finalement ces guides sont édités. Édités en partenariat avec ICM Print et en partenariat aussi avec Ecographique dirigé par Benoît Moreau. Je voudrais juste rappeler que dans un contexte de mutation du secteur de la communication graphique, avec ses conséquences sur les technologies, sur les marchés, sur les compétences, sur les organisations, sur l'environnement, c'est dans ce contexte que la branche des industries graphiques s'est dotée il y a 36 mois maintenant d'un centre de ressources et d'expertise pour pouvoir piloter et apporter un certain nombre de repères, d'orientation et d'accompagnement au repositionnement stratégique des entreprises et de la branche. Je voudrais rappeler que l'IDEP, l'Institut de développement et d'expertise du plurimédia, est une association professionnelle gérée et administrée par les professionnels eux-mêmes et qui a donc vocation à piloter des projets innovants, structurants et de mettre à la disposition des acteurs de la filière des informations qualifiées, des diagnostics, des études. Tout ceci devant participer évidemment à l'accompagnement et au repositionnement, je le disais, stratégique des entreprises, toujours avec une initiative collective et une traduction in fine au niveau de l'entreprise. Donc on est, pour synthétiser, l'IDEP organise ses moyens autour de 3 volets principaux, je dirais, l'anticipation, l'innovation et la diffusion. L'anticipation, on peut la traduire par l'analyse des ressources documentaires et leur décryptage, et notamment en assurant une veille économique. C'est ainsi que nous avons les travaux de l'Observatoire des marchés, qui a publié une lettre, sa dernière lettre bimestrielle il y a quelques jours, et qui publiera son rapport annuel dès la rentrée. Et puis c'est aussi une veille technologique. Et c'est dans ce contexte-là, justement, que l'IDEP s'est engagé dans la coédition, en partenariat avec ICM Print, d'une gamme de guides techniques dont l'objectif est d'apporter une information, j'allais dire, à l'ensemble des acteurs, une information qualifiée et pertinente, destinée à résoudre de manière très pratique les problèmes rencontrés en entreprise. Évidemment, dans le cadre de cette diffusion, l'IDEP met à la disposition de tous les acteurs intéressés, donc de tous les professionnels, mais aussi des centres de formation, et puis de chacun, ces guides. Je rappellerai aussi que c'est notre 3e guide, donc nous avons déjà édité un guide qui était relatif au processus de standardisation de la couleur, et puis un second guide qui était consacré au façonnage haut de gamme des imprimés offset. Donc diffusion gracieuse auprès de toutes les personnes intéressées, et chacun peut accéder à ces guides qui ont été imprimés mais aussi digitalisés. Donc les 2 versions sont à la disposition de chacun, simplement en se connectant et en se référençant sur notre site www.com-idep.fr. Et le guide, ce 3e guide sera donc disponible dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, il est disponible sur notre stand. Donc je vous invite à nous rejoindre sur le stand que nous partageons d'ailleurs avec l'UNIC et où nous présentons un projet porté par l'IDEP, initié par l'UNIC, qui est le projet Irénéo, donc qui est un projet de recherche et développement autour du livre unique à la demande. Voilà, je ne vais pas faire l'article de l'IDEP, mais je m'en serais voulu en tout cas de ne pas vous avoir invité à nous rejoindre sur le stand que nous partageons avec l'UNIC. Bien, merci Bernard pour cette présentation. Alors maintenant, Nigel, est-ce que tu peux dire 2 mots à la fois sur la nouvelle organisation ICM Print et puis parler un peu plus de ce nouveau guide éco-construction? Oui, bonjour tout le monde. Donc, j'espère que mon accent n'est pas trop dérangeant. On est sur un plan international et donc si vous essayez de me suivre, ça c'est très gentil de votre part.
Je voulais parler au début de le Centre international de fabrication pour l'impression, qui est une identité qui est complètement nouveau, mais c'est un groupement d'organisations existantes bien rodées sur le plan international. Donc, on a essayé de faire une combinaison de la partie science avec la partie pragmatique de l'industrie et tout en travaillant en partenariat. Notre conception, c'est aujourd'hui que toutes les techniques et les applications de l'impression, c'est international, c'est global. On n'est plus dans une logique nationale depuis pas mal de temps. Donc, parce qu'on a moins de ressources disponibles, il faut faire une combinaison et de synergie de ces ressources et de partager ça mondialement. Donc, ça, c'est pourquoi on est absolument ravis de travailler avec IDEP ici en France sur un projet qui est à la fois français et à la fois international. Donc, c'est une toute petite introduction pour la raison d'être de ICM Print, qui est en existant, je crois que 5 semaines maintenant, et on continue d'agrandir ça dans les années qui viennent. Donc, les choses qu'on avait pratiquement dans les passés, c'est ce type de guide, des affiches sur les meilleures pratiques qu'on publiait dans plusieurs langues. Et ça, c'est quelque chose, une tradition qu'on continue. Si vous allez sur le site printprochampion.com, il y a beaucoup de ces guides disponibles en français. Et si vous voulez, également en chinois et en russe et des autres langues de votre préférence. Donc, il y a une chose qui est assez importante sur un de ces guides, c'est quand j'ai commencé à travailler avec Benoît. Et Benoît et moi, on est assez rapidement conclu qu'il y a un vrai partenaire avant les parties efficacité économique et productive et l'environnement. Et donc, on avait conçu cette idée Lean et Green qui dit que c'est un partenariat et que chaque fois qu'on a une efficacité environnementale, généralement, on a une efficacité sur le plan économique et productif. Donc, ça, c'est pourquoi on essayait de travailler en constante avec cette idée de Lean et Green. Donc, voilà, ça, c'est l'introduction de le guide. Le guide, c'est bilingue. On a travaillé toute la langue en 2 langues, qui est un peu acrobatique, mais ça enrichit complètement les processus. Je crois que c'est important qu'on ait idée pourquoi on fait quelque chose dans les projets durables. Toutes les parties durables, c'est quelque chose pour augmenter l'efficacité, de réduire le gaspillage dans tous les sens. Donc, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais simplement 3 idées pourquoi économiquement et environnementalement, c'est très intéressant. Premièrement, les bâtiments consomment presque la moitié de l'énergie globalement. Ça, c'est les chiffres aux États-Unis. C'est peut-être un peu excessif, mais on est quelque chose qui est très important sur la consommation de l'énergie avec le bâtiment. Deuxièmement, le coût de construction et d'exploitation de bâtiments, c'est généralement le poste le plus important dans une usine, en dehors de les matières premières, bien évidemment. Et troisièmement, l'exploitation et la maintenance d'un bâtiment, c'est 5 fois plus que les prix d'investissement. Donc, si on fait une construction dans les sens durables, on est en train de réduire tous ces coûts environnementaux et tous les coûts économiques qui allaient avec. Donc, ça, c'est notre point de départ pour cette guide. Donc, une chose qui est importante sur les coûts, c'est 3 points. La question, c'est souvent, est-ce que c'est beaucoup plus cher de faire quelque chose qui est durable? Et donc, non, ce n'est pas exactement ça.
Il y a des choses qui sont moins chères si on allait dans le sens durable. Il y a des choses qui sont le même prix, qui on est dans cette approche. Et certainement, il y a quelques éléments qui sont plus chers. Mais il faut voir leur rentabilité sur le cycle de vie. Donc, ça, c'est parti pour les questions qu'on pose un peu plus tard à nos autres invités. Le table de matière, c'est simple. On avait partagé en 6 éléments. Premièrement, c'est les certifications. Les certifications, c'est important. Quel rôle qu'ils prennent. C'est un peu comme le PSO. C'est un peu comme d'avoir une structure, une façon de travailler, d'être efficace, surtout sur quelque chose qui est assez compliqué. Le deuxième point, c'est les études de cas. Et on fait un retour de ça en quelques minutes, mais c'est le cœur et la partie le plus important, je crois, que notre étude. Le troisième partie, c'est avant qu'on peut imaginer de commencer, notre analyse, c'est il faut avoir bien regardé le besoin de l'entreprise. C'est ça qui fait une définition, quand même, simplement, de le mètre carré qu'on a besoin. Plus il y a un certain nombre des autres choses. Souvent, c'est une analyse stratégique. Une fois que ça s'est fait, on a une idée de comment faire les autres étapes. Les autres étapes après, c'est partie qui est liée avec gérer l'énergie de l'eau, de l'air, etc. Un autre chapitre, c'est consacré à où on fait cette installation. Est-ce qu'on a besoin de déménager? Est-ce qu'on peut refaire le site existant ou est-ce qu'il faut construire nouveau? Donc ça, c'est un partie primordiale qui a également un impact sur l'efficacité durable. Et finalement, quelques notions sur la construction. On n'a pas fait une guide de comment faire un choix d'isolation. Ce n'est pas notre rôle. Et il y a énormément de livres spécifiques qui sont disponibles pour ça. Notre idée, c'est donner une vue globale de tout ce sujet de le site durable. Donc voilà, ça c'est la globalité. Simplement pour finir cette introduction, on avait fait 9 études de cas. Il y a 5 en France, il y a 4 à l'international, 2 en Amérique du Nord, 1 au Japon et 2 en Allemagne. Donc, comme vous voyez là, il y a des tailles complètement différentes. Le plus petit, c'est une douzaine de gens et on allait jusqu'à 300 sur les secteurs différents, avec les procédés différents, avec les bâtiments qui est le taille complètement différent. Donc là, on est dans les guides une synthèse de ces 9 études qui est là, synthèse de satisfaction. On avait posé à tous nos collaborateurs sur l'étude des cas 13 questions pour un peu voir leur satisfaction. Et globalement, les gens qui ont fait cette grande aventure sont assez satisfaits avec le résultat. Donc voilà. Bien, merci Nigel. Alors justement, Fabrice Serin, vous êtes président de Cart-Offset. Vous avez eu la gentillesse de nous accueillir dans le cadre de cette réalisation du guide. Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu à la fois de votre entreprise, Cart-Offset, qui est Cart-Offset aujourd'hui, et nous présenter un peu votre projet dans sa globalité et quels sont pour vous les points forts? Alors, je préparais juste 2 petits slides. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Merci Benoît. Donc Cart-Offset est une entreprise située à Nantes, dans la banlieue nantaise. Nous sommes une entreprise de 46 personnes spécialisée dans l'emballage, donc carton compact principalement, et l'impression offset. C'est une entreprise qui aujourd'hui a 40 ans d'âge, qui a eu plusieurs lieux plusieurs sites. Voilà, aujourd'hui on en est rendu au 4e.
Et ces différents mouvements ont été contribués par la nécessité de développement et surtout de pouvoir prospérer dans les affaires et développer le business. Voilà. Donc notre dernière aventure et notre dernier déménagement a été provoqué d'abord parce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, une nécessité de place. La réflexion de pouvoir agrandir le bâtiment précédent était obsolète puisque nous avions plus de réserve foncière. Donc nous avons décidé en 2007 de démarrer un programme de déménagement, donc trouver un terrain avant tout, et puis ensuite trouver également un architecte et redessiner d'une page blanche une usine de manière à pouvoir, dessiner l'avenir de notre entreprise. Donc je dirais que cette démarche-là est quand même relativement plus simple dans la mesure où on n'a pas à réfléchir sur un existant. On part d'une page blanche, on dessine avant tout un flux, quel type d'entreprise on souhaite construire pour l'avenir. On part d'un existant, bien entendu, puisqu'on a quand même une expérience sur les différentes problématiques qu'on a pu rencontrer sur les expériences des bâtiments précédents. Et à cet effet, donc, nous avons, en collaboration avec notre architecte, dessiné les contours de notre future usine. J'avais une volonté, lorsqu'on a démarré ce projet-là, c'est qu'il soit le plus respectueux possible de l'environnement. Avant tout par conviction, par respect et par éthique. Et je pense que notre profession, qui n'a pas toujours été une profession bien vue en termes d'image, aujourd'hui a énormément fait pour l'environnement. On a beaucoup travaillé sur de nombreux programmes. Je cite Imprime Vert, je cite différentes les ISO, j'en oublie encore plein. Mais enfin bon, toujours est-il qu'on a énormément travaillé là-dessus. Et il me tenait à cœur de continuer à travailler sur un bâtiment. Donc nous avons mis en place différents procédés qui nous permettaient de pouvoir avant tout économiser de l'énergie. J'avais pour ambition d'arrêter la climatisation. C'est quelque chose que je ne supportais pas. D'abord parce que je suis allergique et en plus parce que je pense qu'aujourd'hui il existe d'autres solutions plus pragmatiques, plus intelligentes. Les orientations de bâtiments, la géothermie. Toutes ces techniques-là nous permettent aujourd'hui de pouvoir bénéficier de bâtiments, non pas en réflexion d'énergie positive, parce qu'on en est très très loin en ce qui nous concerne, très modestement. Maintenant, on a réfléchi à un bâtiment qui soit raisonné et raisonnable. Donc, je vous parlais tout à l'heure de géothermie. Dans notre bâtiment fait 3600 mètres carrés de mémoire. J'ai plus les chiffres exacts en tête. 3007, excusez-moi. Voilà. Donc nous avons 700 mètres carrés d'administratif et 3000 mètres carrés d'usine. La partie administrative, elle, est en dur. C'est une partie qui a été étudiée totalement en béton. Et nous avons gardé la nature du béton pour pouvoir rafraîchir notre bâtiment en surventilation la nuit, de manière à pouvoir restituer dans la journée les calories qui ont été conservées dans le béton. Ce sont des matériaux qui sont très intéressants pour la restitution des calories, aussi bien quand il fait froid, la restitution de la chaleur, et aussi bien quand il fait chaud, la restitution de la fraîcheur. Nous avons également, bien entendu, mis des systèmes de double flux, de surventilation. Et l'ensemble est contrôlé pour la partie chauffage par de la géothermie, qui à ce jour d'ailleurs nous porte parfaitement des très bons résultats. Dans la partie usine, nous avons souhaité travailler avec des systèmes adiabatiques qui permettent de pouvoir éviter d'avoir des climatisations, donc qui est très énergivore, la climatisation. Donc le système adiabatique permet de pouvoir en fait rafraîchir l'air au passage de molécules d'eau. Et on arrive à rafraîchir dans des températures aux alentours de 27 degrés extérieurs. On arrive à rafraîchir de 7 à 8 degrés directement dans l'usine.
Nous avons également utilisé nos machines, qui sont des sources d'énergie assez importantes, puisque nous avons des fours UV ou des fourrières. Et l'énergie cumulée dans la journée de ces machines est restituée dans l'ensemble des autres structures du bâtiment, de manière à pouvoir réchauffer notre bâtiment. Voilà, ce sont des solutions qui, somme toute, n'ont pas forcément coûté excessivement cher, qui sont des solutions pragmatiques, qui vont dans le bon sens. Je n'ai pas la prétention d'avoir un bâtiment HQE, clairement. Néanmoins, je pense qu'avec un peu d'ingéniosité, on arrive à faire des très belles choses. On peut également avoir des bonnes isolations vers l'extérieur, bien entendu, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez courant. On a également des doubles pots convenablement isolés. Et voilà, ce qui fait qu'à la finale, on a un bâtiment qui nous porte tout à fait satisfaction. Ouais, et puis en plus, qui est très beau. Qui a ce mérite-là. Alors, William Pereira, vous aussi, vous avez mené à bien un projet de construction avec aussi deux approches, moi, dont je me souviens et qui m'ont marqué. C'est vraiment l'approche totale, analyse de cycle de vie, puisque vous incluez aussi la déconstruction du bâtiment. Et puis aussi une approche dans le futur, puisque vous avez aussi occupé la totalité, construit la totalité de la surface disponible. Donc, parlez-nous aussi un peu de votre entreprise et puis de ce projet en général. Voilà, alors William Pereira, bonjour. Moi, je suis président d'Azaprim. Azaprim, c'est une imprimerie qui a démarré, enfin j'ai démarré tout seul il y a une trentaine d'années. Et elle a suivi son petit bonhomme de chemin. On était dans des locaux qui ne nous appartenaient pas jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce qu'on construise. Donc c'était une des raisons pour lesquelles on a voulu, je dirais, repartir là comme mon collègue d'une page blanche. Pourquoi ? Parce que depuis, j'avais racheté plusieurs fonds de commerce. Il y avait différentes activités qui devaient se regrouper sur un seul site. Et puis, l'idée, c'était de pérenniser l'avenir. Et donc, il y avait un aspect aussi patrimonial dans la démarche. Et puis, le fait aussi que quand on vit 10, 12, voire plus d'heures par jour dans un bâtiment, autant qu'on s'y sente bien. Et comme en plus, on a une dimension, on a pris une direction premium dans notre domaine d'activité qui est le labeur, il fallait que le bâtiment colle aussi à une image et à une éthique et aussi à notre fibre, on va dire, un peu écologique. Alors tout ça a fait rentrer dans un contexte économique difficile. Nous, on a commencé les études en 2008. On a mis le premier coup de pioche en 2009, au moment où la bourse, évidemment, voilà, c'est dommage. Mais finalement, 6 ans après, on est encore là, tout va bien, le bâtiment tient debout. Alors nous, moi, comme j'étais très impliqué dans l'opérationnel, Azaprim, c'est une entreprise de 18 personnes, donc évidemment, on n'a pas des strates très très bien définies. Je suis à la fois au four et au moulin, donc j'avais pas trop le temps de m'occuper à plein temps de la construction du bâtiment. Donc j'ai fait appel à un cabinet d'ingénierie. Alors cette société était spécialisée dans la construction industrielle, mais pas forcément dans la construction industrielle avec l'aspect écologique. Donc ensemble, on a fait... Alors pourquoi je l'ai fait avec lui ? Oui, il faudrait que je l'explique. Pourquoi je l'ai fait avec lui ? C'était une question de confiance. Je fais partie d'une association de chefs d'entreprise où il y a différents corps de métier, dont celui-là. C'était quelqu'un avec qui j'avais développé certaines affinités et il fallait que je me sente en confiance. Il a compris mon projet et il m'a dit ok, on va avancer ensemble. Je m'occupe de toute la partie, on va dire, sous-traitance. Je fais le maître d'œuvre et on va avancer comme ça ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc en 2009, on a mis le premier coup de pioche et puis on a construit donc un bâtiment. Alors on avait des contraintes parce que j'avais choisi moi le site qui est dans une zone qui a été créée spécifiquement, pas pour nous, mais pour une petite zone à taille humaine, comme nous, entre 2 autoroutes et proche du RER, donc un emplacement idéal. Ça, c'était pour les collaborateurs et pour l'aspect aussi patrimonial de l'affaire. Et donc, dans cette petite zone qui se voulait être une zone un peu pilote par rapport à la communauté d'agglomération, il y avait des contraintes à respecter.
notamment la couleur des bâtiments, la taille, la forme, les angles, etc., etc. Donc il a fallu composer à la fois avec toutes ces données, et puis les données financières évidemment, puisqu'à un moment donné, on ne peut pas faire sans l'appui des banques, et donc il ne fallait pas dépasser une certaine enveloppe. Mais je pense qu'on a réussi à créer un bâtiment suffisamment fonctionnel, suffisamment opérationnel pour... D'abord, on s'y sent bien. Il est suffisamment à notre taille. Alors au début, vous y faisiez référence, Benoît, on n'avait pas prévu de construire si grand, mais on gardait un peu de réserve foncière pour une étape qui aurait pu avoir lieu dans l'avenir. Mais finalement, on s'est positionné en cherchant au lancement du bâtiment un locataire, qui est aussi dans les arts graphiques, qui est dans le tirage numérique grand format. Et finalement, on a construit 500 mètres carrés de plus pour lui. Aujourd'hui, il est toujours locataire. Ça nous fait une réserve dans un avenir prochain. Et comme ça, tout le monde est content. Et en plus, on apporte aux clients un service supplémentaire que nous, on n'avait pas chez nous. Voilà. D'accord, je vous remercie. Alors, Thierry, donc vous êtes là un peu comme expert, puisque vous êtes spécialisé, vous êtes le directeur du bureau d'études Albedo. Donc ça, c'est ce que vous vivez tous les jours, cette approche éco-construction HQE. Et comment vous voyez-vous un peu le développement, le marché, puis même l'approche toute simple de l'éco-construction ? Oui, alors permettez-moi de me présenter. Donc Thierry Fleurance, bureau d'études Albedo Ingénierie Environnementale. Comment voit-on l'approche ? Eh bien, tout simplement, déjà, on a commencé notre activité, nous, en 2010, par une opération qui n'était pas encore certifiable au niveau du HQE, puisque c'était l'opération d'IROPA, une opération donc d'imprimerie à Saint-Étienne-du-Rouvray à Rouen, toute proche de nos locaux, et on a développé avec Certivea, l'organisme certificateur, donc un nouveau référentiel pour les bâtiments industriels, et donc en l'occurrence pour une imprimerie. Et on a beaucoup travaillé avec le client pour apprendre son process, et tout d'abord lui s'interroger sur la forme de la consultation qu'il devait faire. Est-ce qu'il devait partir avec une ingénierie, puis un architecte, ou éventuellement c'est-à-dire conforter son prix avec une entreprise générale. Alors avec ce client-là, on a travaillé uniquement sur la partie ingénierie, donc on s'est allié avec un architecte qui est devenu un ami, avec qui on retravaille sur des projets, et on a écouté le client, notamment sur ses soucis d'image, ses soucis de déchets, ses soucis d'eau sale, etc., de performance énergétique bien sûr, et nous avons développé, je pense aujourd'hui, des solutions originales pour toute la partie à la fois interne au process, bien sûr sur ces bâtiments plus classiques de bureaux au niveau de la performance énergétique. Monsieur parlait de géothermie, on a également travaillé sur ces sujets-là assez rapidement, parce que ça nous permet tout simplement de diviser par 5 l'énergie consacrée au chaud et au froid, donc ça va très vite. On a développé des solutions de gestion technique du bâtiment par micro-ordinateur pour tout ce qui est fonction régalienne du bâtiment, où on ne veut pas mettre une personne derrière un pupitre pour gérer des horaires ou des régulations de température. Et puis on s'est aussi occupé des extérieurs, puisque dans notre équipe on a une biologiste qui nous a fait un bel environnement au sens premier du terme, puisqu'on a travaillé sur les paysages, la floraison, on a même mis des ruches sur le site, la gestion des eaux de pluie, là aussi pour des contraintes urbaines. Et donc on a défini une sorte de process propre au métier de l'imprimerie, qu'on a pu ensuite revendre à l'UNIC, donc le syndicat imprimeur, sur Saint-Fargeau-Ponthierry. Donc on a pu donc déjà présenter ce qu'on avait fait sur ce projet de centre de formation et de recherche pour les imprimeurs, pour les métiers notamment évoqués ici autour de cette table. Les métiers dits les plus nobles, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, pas le carton ondulé, on va faire classement. Non, il y a un carton ondulé, il n'y a pas de problème. On prend tout, nous. Voilà, donc on a travaillé sur ces sujets en particulier, et on a pu développer encore davantage notre solution, puisqu'on a travaillé cette fois avec une entreprise générale.
C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle une conception-réalisation. On a pu monter donc une équipe idoine qui, dès le début, a pu donner un prix de la construction et verrouiller ce prix. Ce qui était très important aux yeux du client puisqu'il avait un budget contraint et ne voulait surtout pas de dérapage dans le temps sur ce prix. Donc, une ingénierie, un architecte, une entreprise générale et on boucle complètement le projet de façon esthétique, de façon technique et de façon financière. Donc on est parti sur ce projet qui était un projet en bord de Seine, sur une friche industrielle qui s'avérait être une friche d'ancienne usine de papier peint. Donc effectivement une belle enveloppe en béton avec une belle inertie propre à rapporter de la fraîcheur, hein. L'enveloppe en béton, c'est 8 heures de décalage, c'est 8 heures d'inertie de chaud ou de froid dans la journée, emmagasiné la nuit. Et ça nous permet donc ça nous permettait d'avoir un bâtiment idéal en termes de confort. Et on a travaillé donc en géothermie, on a travaillé aussi sur un bâtiment on était donc mis en concurrence avec d'autres équipes. Et on a pu faire une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de l'empreinte du bâtiment en termes de CO2, de gaz à effet de serre. Et grâce au réemploi de ce bâtiment en béton, on a pu démontrer qu'on avait une empreinte écologique 2,5 fois moindre qu'un bâtiment neuf. Hein, s'il avait fallu casser cette friche, on allait bien sûr générer des coûts de démolition et de l'énergie inutilement dépensée. Et d'autre part, réemployer cette structure béton en la déshabillant complètement et en la réhabillant de façon tout à fait contemporaine avec un mur de verre et notamment sur sa façade le long du RER. On a travaillé vraiment sur... c'est la première fois hein, depuis notre jeune existence qu'on travaillait sur un bâtiment complètement ce qu'on appelle du revamping, où on repart d'un béton existant, d'un bâtiment existant, et on s'affranchit de toutes les démolitions, dépollutions éventuelles, mais surtout reconstruction coûteuse et en argent et en CO2. Et donc on a pu démontrer effectivement qu'on pouvait tout à fait construire un bâtiment avec un grand patio intérieur, parce que c'était très minéral autour, donc pour exprimer un peu le végétal et la couleur, puisqu'on était sur le site des 26 couleurs, hein, une ancienne imprimante ou imprimerie de papier peint, une machine qui pouvait imprimer 26 couleurs en même temps au début du 19e, si je ne m'abuse. Donc on a pu au début du 20e, pardon. Et cette machine est toujours exposée sur site et le thème des 26 couleurs a été repris à la fois au niveau graphique et esthétique dans le bâtiment. Et on a pu aussi dégager un grand centre, un grand patio au centre de ce bâtiment pour amener de la lumière et puis du confort de vie aux personnes et aux stagiaires, puisqu'il s'agissait d'un centre de formation, pouvoir manger dehors et voilà. Et voir de la verdure. D'accord, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est pour conclure, chacun votre tour, c'est aujourd'hui, voilà, on imagine, je suis un imprimeur, j'ai choisi éventuellement mon site, et je me lance dans un projet, même avant avoir choisi son site, je me lance dans un projet justement de construction. Quels seraient, à votre avis, les conseils, les bonnes pratiques, et ce qu'il faut éviter à tout prix? Fabrice? Avant tout, il faut bien connaître son activité, il faut bien savoir, bien classifier ses besoins. Bien réfléchir également à son enveloppe budgétaire aussi, c'est très important. Et surtout être, comme j'ai dit tout à l'heure, être pragmatique, savoir s'entourer, ça c'est très important. Et puis aussi savoir se projeter un petit peu sur l'avenir. Alors tout ça c'est bien simple à dire, mais quand on est confronté au quotidien, c'est pas toujours évident. Surtout dans la philosophie, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait avant tout. Et qu'est-ce qu'on veut en retirer. Je pense qu'au-delà des potentiels gains de coûts d'énergie, etc., qu'on peut avoir, oui, on en a. C'est un bâtiment de toute façon qui coûte très cher, mais c'est aussi une image de marque. C'est aussi comme ça qu'il faut s'en servir. Il faut s'en servir aussi comme marketing. Et je pense qu'on vit aujourd'hui au quotidien, et on le voit ici, j'ai le meilleur produit, on vit dans une société de marketing. Et un bâtiment, une enveloppe,
c'est comme une belle femme. On a envie que ce soit joli, on a envie que ce soit attirant. Et je pense que c'est essentiel de vendre son bâtiment aussi auprès des clients. Et ça, c'est très compliqué à chiffrer. On n'a pas forcément de retour là-dessus. Mais l'esthétique, et un architecte vous dira pas l'inverse, l'esthétique est quelque chose de très important. Et allier l'esthétique avec un bâtiment économe, je pense qu'on a touché au but. Juste une dernière petite chose, je pense qu'il faut aller aussi beaucoup plus loin. Il y a l'esprit collaboratif aussi qu'il faut savoir développer, mais ça déborde un tout petit peu, mais j'ai des besoins que les autres rejettent. C'est peut-être de la chaleur ou c'est de la fraîcheur, je peux la récupérer, de l'énergie de proximité. Moi j'ai beaucoup de cellulose. Cette cellulose-là peut servir pour éventuellement faire des isolations. Et mon voisin qui est à côté de chez moi a peut-être ce besoin-là parce qu'il est en train de refaire son bâtiment. Ou l'énergie collaborative, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on pourra peut-être demain avancer et s'en sortir. Ouais, merci. William ? Alors moi je dirais que la première des choses, 30 secondes, il faut avoir envie déjà. Et puis quand on a l'envie, il faut la volonté. Parce que c'est quand même quelle que soit la construction, hein, mais je pense que c'est quand même semé d'embûches. Donc il faut être prêt à affronter ça. Mais bon, comme on est chef d'entreprise, on a un peu l'habitude. Mais il faut faire preuve de patience, notamment avec les concessionnaires. Je sais que nous, on a eu des gros soucis avec les branchements EDF. Parce que en plus c'était la période de l'été, donc je vous dis pas, il a fallu leur courir après alors que les machines étaient déjà montées, elles ne tournaient pas. Enfin ça a été source d'angoisse. Mais sinon, oui voilà. Et pour la partie plus écologique, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'innover. Aujourd'hui, c'est vrai que si j'avais eu, je dirais, le recul nécessaire et les moyens nécessaires à l'époque, je pense que le bâtiment on l'aurait fait encore plus avant-gardiste qu'il ne l'est. Et parce que finalement, il y a des techniques et des produits qui ne sont pas répandus, qu'il faut aller chercher, il faut pousser les gens à s'y intéresser. Et c'est vrai que les constructeurs, en général, quand ils ne connaissent pas, ils n'aiment pas prendre le risque. Hein. Voilà. D'accord. Et Thierry, dernier mot. Eh bien, faut penser à ce qu'on ne pense pas, c'est-à-dire au-delà de l'acte de construire, il faut penser à tout son programme, tout ce qu'on doit faire avant de solliciter un architecte, des bureaux d'études ou... Il y a vraiment un métier qui s'appelle le programmiste qui est là pour recueillir vos besoins, les mettre en ordre et rédiger ce qu'on appelle un programme qui va servir, c'est le socle de votre projet. Si vous n'avez pas de programme ou si vous pensez que votre programme, vous pouvez le faire vous-même en faisant l'économie de conseils, vous risquez de le payer beaucoup plus cher en cours de conception et je ne vous cache pas en cours de réalisation. Et une troisième fois, encore plus cher, sur l'exploitation. Car ça, c'est la fin du projet. Et on s'aperçoit, comme l'a démontré monsieur, qu'au bout de 15-20 ans, l'exploitation, le coût des énergies et le coût de votre bâtiment, de sa maintenance, va vous coûter pratiquement au stade de 15-20 ans, vous allez passer le seuil, l'investissement sera égal à l'exploitation. Au-delà d'une quinzaine d'années, toutes vos dépenses, donc vous allez avoir plus de dépenses d'exploitation que vous n'avez eu d'investissement au départ. Or, on pense toujours à réduire les coûts d'investissement, mais sans toujours réfléchir aux conséquences sur l'exploitation. Et si vous faites l'économie d'économiseur, vous allez donc forcément le payer un jour. Bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, tu veux conclure? Dernier mot. Non, peut-être tu demandes un conseil. Moi, je suis ni imprimeur et donc je ne construirai pas de bâtiment. Mais si j'ai un conseil, c'est bénéficier de votre expérience et de vous procurer de ce guide qui est précieux, inestimable, mais tout à fait gracieux. Voilà, merci. Eh bien, je te remercie. Bien, merci. Et puis, bonne soirée. Bon salut.